Alors, je pense que c'est presque le moment. Bienvenue, bienvenue à cette présentation. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live. Ça fait seulement un mois puisque je fais des lives vraiment tous les premiers vendredis du mois. Mais je pense que c'était un mois quand même assez intense pour moi et donc du coup j'ai l'impression que ça fait super longtemps. La dernière fois aussi j'ai parlé d'un sujet que j'avais déjà fait, mais le pot à pot et l'allaitement, c'est la première fois que je vais en parler. Non pas parce que c'est pas passionnant, mais tout simplement parce que, en fait, je suis pas une spécialiste du pot à pot. Moi, je suis une spécialiste de l'allaitement maternel, mais c'est ça, vu l'importance du pot à pot dans l'allaitement, j'ai pensé que ce serait de toute façon intéressant pour plusieurs de savoir ce que moi je sais et puis de transmettre au moins ce que moi je connais. J'ai eu la chance de côtoyer des personnes qui, elles, sont des spécialistes, des conseillères en peau à peau, entre autres une amie que j'ai pu aider avec l'allaitement, qui, elle, qui est devenue marraine d'allaitement aussi après, et qui a fait en fait son cours pour devenir monitrice de portage et qui est devenue conseillère en peau à peau. Donc ça, je vous enverrai voir ça sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une entrevue avec elle il y a quelques mois pour parler du pot à pot, et puis évidemment, ça va un peu plus loin que ce que moi je vais pouvoir vous en dire. Donc, je vous invite à aller voir ça plus tard. Donc, il est 11 heures, alors je vais prendre le temps de me présenter. Moi, je m'appelle Nathalie Albertini, je suis intervenante en allaitement maternel. Je suis la créatrice de Nathalie Allaitement, donc qui offre des cours en ligne, des ateliers, des formations pour les professionnels en périnatalité et pour les parents, futurs parents ou nouveaux parents. Et puis évidemment, j'offre aussi mon soutien aux familles, un soutien direct, personnalisé, des visites à domicile ou des consultations par le web. On est dans cette ère-là maintenant, hein, et ça me permet, en fait, j'adore ça. Au début, j'étais réfractaire. Je pensais qu'on ne pouvait pas faire grand-chose par Internet, mais c'est pas vrai. Et en plus, ça me permet vraiment d'aller plus loin, c'est-à-dire de soutenir des gens qui ne sont pas du tout dans le Grand Montréal, parce que moi, évidemment, plus loin que le Grand Montréal. Donc, sachez-le, si vous avez besoin d'aide d'une manière ou d'une autre, on peut faire un appel, parler de votre allaitement, penser à une consultation par le web et si c'est possible aussi en personne. Donc, ça fait des années que je travaille en allaitement maternel. J'ai travaillé auprès des sages-femmes, en maison de naissance. J'ai fait de l'accompagnement à la naissance aux familles, aux allaitements. Et puis, j'ai développé mon service. Donc, ça fait un peu plus d'un an que je suis vraiment à mon compte en train de développer des contenus pédagogiques pour les familles. Donc, c'est ma grande passion, parler d'allaitement. Et je le fais aujourd'hui en direct sur Facebook parce que c'est important pour moi aussi de rendre l'information circulaire, de faire en sorte que le plus de gens possible favorisent et des outils en main pour améliorer leur expérience d'allaitement. Donc, ça fait vraiment partie de ma mission d'outiller les gens et de faire en sorte qu'ils aient la matière. Donc, plaisir d'être là ce matin et puis de partager avec vous. OK, alors on plonge le pot à pot et l'allaitement. Euh, L'allaitement, bien sûr, c'est quelque chose de naturel, mais ce n'est pas inné, ce n'est pas forcément spontané. Hein. C'est pas parce que on a des seins puis un nouveau-né que l'allaitement se fait tout seul. Vous le savez sans doute pour certaines qui avaient déjà vos bébés, si vous m'écoutez. Euh, D'ailleurs, je ne vois pas les... Ah oui, je les vois, les commentaires. Oui, c'est ça. J'ai oublié de vous dire que euh, vous pouvez, euh, vous pouvez écrire dans le chat au fur et à mesure. Je vais essayer de jeter un coup d'œil. Bonjour Aurélie, toujours présente, ma chère Aurélie. Je pense que c'est ma fan numéro un. Non, je ne pense pas que tu as raté le début. Je comprends pas vraiment pourquoi moi-même c'est écrit 20 minutes de direct parce que ça fait vraiment juste 5 minutes que je me suis branchée. À moins que ça ait enregistré tous les moments où je me préparais, je ne sais pas. Alors, bonjour Christine, enchantée. Oui, première expérience, pas la dernière, j'espère. Et puis, ici j'ai Sakil, le pot à pot et l'allaitement, live link, le pot à pot.
Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est un lien ou un partage. Alors, le pot à pot, oui, c'est ça, l'allaitement, c'est pas une chose innée, c'est pas une chose spontanée. C'est quelque chose pour lequel il y a énormément de réflexes qui font partie du nouveau-né quand il arrive. Et puis, en fait, il y a tous les mécanismes physiologiques à l'intérieur du corps qui permettent au corps de rentrer en lactation suite à l'accouchement. Et toutes ces hormones-là, tout ce travail hormonal et certains gestes vont permettre finalement à l'allaitement de se mettre en place. Euh, le pot à pot est une chose, en fait, j'aime beaucoup dire essentielle, mais je le dis pas parce que je me suis fait reprendre plusieurs fois que, évidemment, ça faisait sentir coupable les personnes qui n'avaient pas pu le faire rapidement après la naissance ou qui étaient séparées de leur bébé. Et c'est vrai que ça peut être anxiogène hein, de penser que il faut faire du pot à pot et quand on n'y arrive pas ou qu'on peut pas, qu'on est séparé de notre bébé, ben, on se sent mal, on se sent une mauvaise maman et on a l'impression qu'on donne pas ce qu'il faut au bébé. Alors que, effectivement, des fois, les conditions non idéales, la condition du bébé à la naissance fait que on peut pas forcément être avec lui et faire le pot à pot comme on voulait. Bon, il n'empêche que dès que vous pourrez le faire, dès que ce sera possible, en fait, idéalement, ça va être un outil hors pair pour le démarrage de l'allaitement. Puis, en fait, c'est pas tant le démarrage de l'allaitement, ça, c'est un des paramètres qui se met en place, mais c'est pour le démarrage du bébé, c'est pour la maturation du bébé. Donc, on va voir un peu plus tard pourquoi. Bonjour, Micheline, Mariam, je ne sais pas s'il faut dire Micheline ou Mariam. Première fois, oui. Un bébé de 3 mois. Alors ça, un bébé de 3 mois, il a encore besoin de son pot à pot. Donc, ben j'ai ma petite feuille de côté, alors de temps en temps, je vais jeter un œil pour voir parce que moi, je parle tellement que des fois, je m'éparpille. Donc, c'est ça. En fait, tout simplement, quand on dit pot à pot, souvent, la plupart des parents, des futurs parents qui attendent leur bébé ou des jeunes parents savent que ça se rapporte à cette routine d'hôpital pour lequel, dès que le bébé va naître, on va le déposer sur le buste de sa mère et le garder comme ça en pot à pot un certain temps. Il y a des protocoles qui partent d'1 heure et d'autres de 2. Donc, c'est vraiment une fenêtre juste après la naissance où on sait que le bébé a vraiment un éveil particulier et le fait de le laisser en pot à pot, c'est vraiment une transition entre sa vie utérine et donc tout le transfert hein, de la respiration, la circulation sanguine, l'ouverture des poumons, toutes ces choses-là va transiter de manière, disons, optimisée si le bébé se trouve sur le buste de sa mère, vraiment peau contre peau. Alors, pour être clair, le pot à pot, c'est vraiment la peau sur la peau. C'est pas on entortille le bébé dans une couverte et on le dépose sur le torse de sa maman. Non, ce n'est pas non plus un bébé nu ou en couche qui est sur le t-shirt et le soutien-gorge de sa maman. Non. La peau, ça ne doit pas juste être la joue ou les cuisses ou juste une partie du sein de sa mère. C'est certain que la joue d'un bébé contre le sein de sa mère, c'est déjà une bonne partie de peau à peau qui se fait. Sauf que le soin peau à peau, tel que on l'envisage, c'est réellement vraiment le corps du bébé en entier. La seule chose qu'on autorise finalement, c'est la couche du bébé. Et puis, pour considérer que c'est valable, et puis peut-être un bonnet, une petite tuque, si jamais la température de la pièce, comme dans certains hôpitaux, est assez fraîche. À ce moment-là, ça peut valoir la peine de couvrir la tête du bébé. Ensuite, une fois que le bébé y est en peau à peau, lui, il est en position ventrale sur sa mère, on va couvrir avec, encore une fois, une couverture adaptée au milieu dans lequel on se trouve. Donc, ça peut être une petite couverture de coton, un pagne, et puis, ou une couverture de polar, de laine, enfin, quelque chose de plus chaud pour que le bébé soit confortable, voilà, sur sa mère. Donc, tout de suite après la naissance, on sait que c'est utile et que ça fait une différence sur la suite de l'allaitement, mais aussi sur cette espèce d'accueil, cette transition entre la vie utérine et la vie aérienne. Donc, ça s'est répandu, c'est répandu et en fait, tant mieux. C'est de plus en plus courant et généralement, la plupart des centres de soins, des établissements de santé dans lesquels naissent les bébés vont permettre que le bébé ne soit pas séparé de sa mère immédiatement. Il
Il y a encore des endroits où on enlève le bébé, on l'essuie, on le nettoie, on l'emmaillote avant de le redonner à sa mère, mais on essaye quand même de le laisser à la mère dans les 2 heures qui suivent. Idéalement, c'est vraiment de ne pas l'essuyer, ni le laver, ni faire quoi que ce soit. C'est vraiment de le déposer tel quel, entièrement là, comme il vient d'arriver, sur le buste de sa mère. Alors, si vous avez pu avoir la chance de vivre une naissance comme ça, c'est certain que euh, ben, il y a des fois des femmes qui disent que c'était difficile parce qu'elles étaient en état de choc, elles avaient beaucoup d'adrénaline, la poussée, la fin de l'accouchement est peut-être parfois difficile ou ça fait sortir un peu la femme de sa présence un peu. Et donc, c'est pas toujours évident quand on a le bébé sur soi de se rendre compte que, OK, il faut retourner dans le moment présent et être là. Aurélie nous dit que dans la salle d'accouchement, la sage-femme a posé la princesse sur ma peau et j'ai pu commencer l'allaitement. C'était un joli moment, les premiers instants de mon bébé tout près de moi. Papa a pu aussi faire le pot à pot, ça lui a beaucoup plu. Alors c'est excellent, c'est merveilleux quand ça peut fonctionner et puis quand ça peut... C'est-à-dire quand vraiment bébé n'a pas besoin d'une assistance ou d'être réanimé ou quelque chose, parce que évidemment ça arrive. De plus en plus médicalisés. Donc, c'est certain que des fois, il y a des bébés qui arrivent, ils sont un peu sonnés et on ne peut pas permettre le pot à pot instantané. On va d'abord s'occuper de faire en sorte qu'il respire bien, qu'il aille bien avant de le redonner à la mère. Mais de toute façon, peu importe si c'est ça qui arrive, pour celles qui sont enceintes, si jamais vous faites des plans de naissance, en fait, demandez ce moment pot à pot immédiat, non séparation de maman-bébé, mais euh, si ça n'arrive pas immédiatement, en fait, dès que possible, pensez à le faire. Parce que si vous êtes séparés par une nuit en néonatologie ou quoi que ce soit, ils vont vous ramener votre bébé, il va être tout emmailloté et puis ils vont vous le mettre dans un petit cube en vitre. Mais non, vous pouvez très bien le déshabiller, le mettre en pot à pot et finalement commencer ce pot à pot dans la foulée. Donc, je vous suggère vraiment de le garder en tête, c'est super important. Alors, pour faire un petit historique, le pot à pot, en fait, ça vient des années 70. On parle de la Colombie, une maternité à Bogota qui avait beaucoup de prématurés, qui accueillait des prématurés. Puis il y a eu, dans cette période, je ne sais pas pourquoi, là, ça, l'histoire me l'a pas dit, beaucoup de prématurés. Et il y a eu, en fait, un manque d'équipement à un moment donné. Il manquait d'incubateurs pour accueillir ces prématurés et il y a une équipe de médecins qui ont fait ça. Ils ont mis les bébés sur les mamans, ils ont emballé le tout et puis ils ont pris soin en fait des mères en mettant sur pied cette unité kangourou. En fait, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les bébés allaient beaucoup mieux, récupéraient plus vite, prenaient plus de poids, retournaient téter plus rapidement et étaient efficaces au sein, etc. Même si on les comparait à ces bébés prématurés qui avaient accès aux machines. Donc, s'en est suivi une période d'études et d'expérimentation sur les soins kangourous, en fait l'unité kangourou et le pot à pot. Et puis, ça a donné des résultats incroyables. Donc, ça s'est répandu. Ces études-là ont fait le tour du monde et ça a même donné lieu, je vous dirais, cette vague hein, d'expérimentation sur les soins en néonatologie. À la déclaration d'Innocenti, dans les années 80, les instances gouvernementales se sont réunies à travers le monde pour prendre des décisions concernant l'allaitement maternel parce que le développement des firmes de préparation commerciale pour les nourrissons avait une telle ampleur, un tel impact que ben, la santé publique, en fait, l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation aussi mondiale de la santé pour les enfants, l'UNICEF, euh, ont finalement essayé de coller un peu la réflexion sur tout ça. Donc, ces études sur le pot à pot, qui venaient d'origine de la Colombie, ont vraiment généré finalement une réflexion sur la protection de l'allaitement maternel, puis les soins autour de la naissance, les soins d'accueil du nouveau-né aussi. Et ça en est suivi, en tout cas dans les années 80, il y a eu énormément d'études qui ont été faites sur les manières, hein, qui encouragent l'allaitement et qui aident
l'allaitement à se mettre en place pour protéger les bébés et faire en sorte que de plus en plus de bébés aient accès au lait maternel. Donc, bon, ben, ça a été une réponse un peu à 30 années de Far West au niveau de l'alimentation infantile. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que je pourrais en parler pendant des heures. Donc, vous savez qu'il y a eu aussi une initiative qui est encore aujourd'hui mondiale, qui s'appelle l'initiative Amis des bébés, des établissements Amis des bébés. Donc, c'est une certification qui assure que les bébés ont des pratiques qui protègent l'allaitement maternel. Donc, quand vous voyez ce logo IAB, ça signifie vraiment que le centre de soins, le CLSC, l'hôpital ou la maison de naissance, a vraiment des pratiques intégrées, protocolaires, concernant ben, le succès et les soins concernant l'allaitement maternel. Donc, évidemment, le pot à pot et la non-séparation du bébé font partie de ça. Donc, j'arrête là pour mes histoires historiques. Je crois que j'ai des commentaires. Alors, oui, chacune partage vivre magnifique, des toutes petites filles. Mais Christine, moi, j'ai pas pu, le bébé a dû être réanimé à la naissance. Et oui, c'est ça. Mais en fait, c'est bien. On veut que l'équipe médicale qui vous assiste puisse assister le bébé, c'est très bien. Mais est-ce que vous l'avez fait dès que possible, dès que vous avez eu votre bébé? C'est ça. Bonjour Taï, bonjour Nadia et Bianca. Oui, on tag d'autres amis, c'est bien. Parfait, les amis à venir écouter ça. Donc, en fait, le pot à pot, ben, c'est la base du contact. Hein. Il faut comprendre, même en psychologie, on apprend ça, que dans la phase orale, hein, ce que M. Freud avait déterminé, là, les phases orales, les phases anales, les phases de développement de l'enfant, dans la toute première phase de la vie, on apprend par le contact. Donc, c'est vraiment le toucher, la première source d'apprentissage, le premier élément, c'est l'élément tactile, c'est vraiment par le contact, par le toucher, que le petit bébé va faire des expériences et développer ses connexions neuronales. Donc, il va faire des expériences par rapport à ses réflexes, par rapport à sa bouche. Donc, bien sûr, il va apprendre à téter, il va apprendre à être satisfait parce qu'il va se nourrir, puis il va être rassasié, il va être contenté, il va être réchauffé, il va vivre des expériences sensorielles très, très fortes. Et c'est d'autant plus marqué dans les premières semaines de la vie. Et c'est la base de ces apprentissages. Donc, quand on comprend ça, je trouve déjà comme parent qu'on peut s'apercevoir qu'on a vraiment une prise sur qu'est-ce qu'on peut faire pour notre nouveau-né, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui donner du confort, pour améliorer cette transition hein, phénoménale qu'il fait. Parce que dans la vie utérine, évidemment, il est en contact continu tout le temps. Je ne sais pas si on peut déjà appeler ça du pot à pot dans la vie utérine. Je ne sais pas si c'est du pot à pot, mais c'est quand même un contact continu. C'est-à-dire que le bébé, il se forme en étant en contact et il est bercé, il est porté, il est régulé aussi. Bon, c'est tout à fait normal. Dans sa vie utérine, il n'a pas la capacité de gérer encore tous ces systèmes. Mais je vous dirais que ce qu'on a vu, c'est que à la naissance, la plupart des nouveau-nés, même ceux qui sont nés à terme et en santé, ne sont pas non plus si matures que ça. Hein? Alors ça nous vient probablement du temps des Cro-Magnons et des Néandertals, mais c'est vrai qu'à partir du moment où les êtres humains se sont mis sur beaucoup plus debout et sont devenus aussi plus sédentaires, ben les bébés sont nés plus tôt. Alors c'est probablement dû à l'étroitesse du bassin, le fait que les cerveaux aussi se sont beaucoup développés. Donc pour toutes ces raisons-là, les bébés, au lieu de rester 12-13 mois in utero, ben, ils sont restés 9 mois. Alors 9 mois, c'est bien, mais c'est vrai que quand le bébé humain il naît à 40 semaines, il est terminé. Mais je vous dirais qu'il n'est pas tout à fait achevé, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'immaturité et c'est pourquoi on parle de quatrième trimestre de grossesse. Parce que pendant les... Hein, je ne sais plus qui m'a dit qu'elle avait un bébé de 3 mois tout à l'heure dans le chat, mais quand vous avez passé les 3 premiers mois, vous le savez maintenant par expérience que votre bébé, il n'est pas tout à fait au point. Il est normal, il est beau, il est magnifique, mais c'est pas facile pour lui. C'est pas facile de réguler ses systèmes, c'est pas facile d'avoir le dessus sur son, que ce soit sa respiration, sa glycémie, sa température. Toutes ces choses-là sont... Alors, qu'est-ce que fait le pot à pot? Ben, vous avez déjà la réponse. Euh,
eh bien, le pot à pot va venir réguler tout ça. Ça va venir vraiment stabiliser les systèmes et permettre au bébé de se concentrer finalement sur des connexions neuronales, une activité neuronale suffisante pour faire maturer. Donc, système digestif, système sanguin, microbiote aussi, l'installation, comment dire, les échanges de bactéries, de microbes, etc. avec son environnement vont permettre de créer une flore intestinale et une base immunitaire essentielle au développement de sa santé. Donc, en fait, à la construction de sa santé, cette immunité, elle se bâtit vraiment à partir du premier moment, là, dès que le bébé naît. Il est en contact avec des pathogènes, des microbes, et ça fait partie des choses naturelles qui doivent se mettre en place. Mais si le bébé n'a pas de peau à peau, euh, la mère ne va pas travailler avec les microbes de l'environnement et le bébé ne va pas aussi profiter de ce microbiote de la même façon. Vous pensez des bébés qui passent toute leur journée dans un lit emmailloté et tout, c'est sûr que ça ne fait pas le même effet qu'un bébé qui peut avoir accès à des soins peau à peau. Alors, euh, plusieurs petites questions, mais qui concernent je vais y revenir après. Donc, en fait, c'est ça. Dans le temps de la préhistoire, on était des chasseurs-cueilleurs. Euh, enfin, je dis la préhistoire, encore une fois, c'est vraiment pas mon... Je ne sais pas c'est quelle ère exactement, mais les chasseurs-cueilleurs, évidemment, ne pouvaient pas laisser leur bébé dans un petit berceau en attendant qu'ils aillent travailler et ramasser des baies. Donc, il fallait les garder vraiment dans nos bras, les garder sur nous. En tout cas, tant qu'ils ne pouvaient pas marcher, tant qu'ils ne pouvaient pas courir et s'enfuir. Alors, les bébés s'accrochaient un peu comme nos cousins les singes. Vous savez que les petits singes, bonobos par exemple, ou les chimpanzés, restent littéralement accrochés sur le buste de leur mère tout le temps, en fait, hein, pour dormir, pour manger, pour téter. Tant qu'ils ne sont pas assez forts, ils ne se séparent pas vraiment de leur mère et ça va être un peu graduel au fur et à mesure. Donc, ils ont aussi les grands bras pour s'accrocher à la fourrure de maman ou à son cou, sur ses flancs, etc. Et puis, je vous dirais que le bébé humain, au fur et à mesure qu'il grandit, lui aussi, il a cette capacité un peu de s'accrocher ou de rester dans une position idéale pour être porté. Donc, c'est ça. On est une espèce de porteur, nous aussi, un peu comme ces mammifères-là. Et puis, il y a des conditions physiologiques dans le corps, hormonales, qui font en sorte que les échanges du peau à peau permettent de stabiliser le bébé. J'en ai déjà parlé. Donc, vraiment, il va y avoir des échanges entre le corps de la mère allaitante et le bébé qui vont stabiliser ses systèmes, réguler sa température, etc. Le peau à peau avec papa va être aussi bienvenu, hein. Il va être très, très agréable pour le bébé, ça va le stabiliser aussi, mais ça ne va pas réguler sa température, par exemple. C'est vraiment avec le corps de la mère qu'il y a une synchronie à ce niveau-là, puis qu'il va y avoir une régulation, une synchronie, tout simplement, entre la mère allaitante et le bébé allaité. Donc ça, c'est une des particularités de l'allaitement. Mais ça n'empêche pas que le partenaire de la maman allaitante peut faire du pot à pot lui aussi, elle aussi, selon le cas, vraiment régulièrement, sur une base régulière. En fait, à chaque fois que maman a besoin d'une pause, d'un break, de dormir, de prendre une douche, et Dieu sait que c'est précieux dans les premières semaines, alors n'importe qui d'autre peut faire du pot à pot, hein. Ça peut être grand-maman, la grande sœur, l'amie, enfin, c'est certain que ça reste quand même quelque chose d'assez intime. Alors, je dirais que probablement, il faut que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance et que vous aimez, aussi quelqu'un qui est signifiant pour l'enfant. Mais le pot à pot, vraiment, peut être pratiqué par tous les gens autour de l'enfant qui l'aiment. Mais pour le microbiote et pour l'allaitement, ça va être avec la mère, le pot à pot. Hein, quand je dis que c'est un outil magique en allaitement, si le bébé passe plus de temps en pot à pot sur papa que sur maman et qu'il y a des problèmes d'allaitement, peut-être qu'il faudrait inverser la tendance, en fait, permettre que bébé aille plus souvent sur sa maman. OK, donc on parlait aussi de ça, cette chose-là, c'est que le bébé doit aussi se trouver, quand le bébé est en peau à peau, en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il est à une distance ici de la bouche, des yeux. Donc,
il est vraiment sous l'œil avisé de son parent. Donc, en général, bon, moi, mon bébé est un peu rigide, là, ma poupée est un peu rigide, mais votre bébé devra avoir la tête un peu tournée. Donc, on va mettre vraiment bébé au-dessus des seins. Et puis, le bébé va avoir la tête finalement un petit peu tournée sur le côté. Donc, cette proximité-là, entre notre œil, notre oreille, donc on entend notre bébé, on peut lui parler, a permis aussi, certainement, quand je parle de cette époque de Cro-Magnon, de développer, euh, euh, pas de forcément développer la communication, mais développer finalement la capacité d'interagir avec nos enfants et de développer leur cerveau. Tu sais, quand je parlais de connexion neuronale, ça vient aussi de là. C'est-à-dire qu'un bébé à qui on parle, qui nous entend, qui nous sent, qui bouge avec nous, il intègre aussi des apprentissages. Hein, vous comprenez qu'est-ce que ça peut signifier sur le long terme? C'est qu'un bébé qui est beaucoup porté, qui va vivre beaucoup de peau à peau dans les premières semaines de sa vie et ensuite qui va être porté souvent, même si c'est pas en peau à peau, mais c'est la continuité probablement. Ce bébé-là va aussi avoir une interaction, avoir un développement au niveau de son équilibre, au niveau de sa compréhension de l'espace, euh, conscience de son corps dans le monde, puis dans le mouvement. C'est ça, son appréhension aussi du mouvement. Il va avoir intégré des apprentissages vraiment très, très, très tôt. Donc, parfois, on se demande, hein, quand un enfant a déjà 4 ans, 5 ans, ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il soit moins peureux quand on va dans les parcs pour grimper ou pour faire du vélo? Pourquoi cet enfant-là a de la difficulté des fois à intégrer son corps ou à être vraiment aux prises avec son psychomoteur? Ben sachez-le, c'est que quand vous faites beaucoup de peau à peau et beaucoup de portage dans les premières semaines de la vie et les premiers mois de la vie du bébé, vraiment, vous investissez aussi pour le futur. C'est-à-dire que l'enfant va vraiment intégrer des apprentissages. C'est ce que je viens de dire. Euh, donc, c'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pas dit? Donc, comme je disais, le bébé naît un peu tôt dans le sens où il n'a pas une grande maturité à la naissance, même si on parle de 40 semaines de gestation. Au jour d'aujourd'hui, on sait que les bébés vont mettre plusieurs semaines à maturer. C'est vrai au niveau digestif, au niveau cardiaque, au niveau du système sanguin. Il y a des systèmes qui vont avoir besoin de plusieurs semaines avant d'être mis, d'être plus stabilisés. De toute façon, si vous avez des bébés, vous l'avez vu. Hein? Il y a un petit pet qui passe, puis c'est la fin du monde. Ça lui demande tout son énergie parfois pour passer une selle. Donc, il s'en passe des choses dans le ventre du nouveau-né. Et clairement, vous allez voir, autour de 2-3 mois, là, il va y avoir quelque chose qui change. Le bébé est beaucoup plus efficace au sein, sa digestion est plus fluide, ses sommeils sont différents, il va avoir généralement un rythme qui commence à se placer, alors qu'au début de la vie, il n'y a aucun rythme et le bébé n'est pas encore c'est pas très, très au point. Combien de fois par jour faire du pot à pot pour les recommandations à toutes les tétées? J'y viens, Stéphanie. En fait, c'est ça. Donc, quand on parle de cette immaturité, on comprend que c'est important de fournir au bébé les soins peau à peau et de le faire de manière vraiment assidue et quotidienne. Moi, c'est vraiment quelque chose que je vois dans ma pratique. Je me rends au chevet des familles, des bébés qui ont des fois 2 semaines, 3 semaines, il y a des problèmes d'allaitement qui perdurent. Et quand je demande aux parents si on fait du pot à pot, ah ben on en a fait la première semaine, mais là, oui, on en fait. Puis là, ben, il me montre ça. Puis en fait, le bébé, il est quand même habillé, il a un cache-couche. Puis la maman, elle a quand même un peu. Elle ouvre son soutien-gorge, mais c'est à peu près tout. Donc, non, sachez-le, c'est pas du pot à pot. Puis en effet, le bébé manque de pot à pot. Et juste pendant le temps que je parle aux parents puis que je consigne les informations sur la naissance et tout ça, on met la diade en pot à pot, puis tout à coup, la prise est nettement meilleure. Ou, vous voyez, selon le problème qu'on a, là, c'est assez évident que le pot à pot, même comme ça, après 3 semaines, va vraiment permettre au bébé d'être plus efficace, de prendre le dessus et d'être capable d'optimiser finalement ses capacités. Alors, et c'est ça le lien direct que je voulais faire, c'est que malgré toute cette immaturité, quand le bébé se retrouve en pot à pot, pas seulement au moment de la naissance. À la naissance, comme je disais tantôt, il y a une fenêtre d'éveil particulière, c'est vraiment hormonal.
Mais même dans les jours et les semaines suivantes, en fait, le pot à pot va déclencher une série de, de réactions dans le corps du bébé et dans le corps de la mère. Et ce sont essentiellement des réactions hormonales, hein. On rentre dans le parasympathique. Euh, et le bébé, finalement, va... C'est comme si chaque pièce du casse-tête va se mettre à la bonne place et comme tout s'aligne, eh bien, par exemple, la séquence de réflexe pour aller au sein va aussi, elle aussi, s'aligner. Donc, vraiment, le bébé qui a toujours ses réflexes, mais que quand il n'est pas en peau à peau, ils sont comme étouffés, ils sont moins évidents, moins forts. Là, tout à coup, il va ouvrir plus grand, il va avoir une succion plus efficace, il va avoir un réflexe d'orientation qui lui permet plus facilement d'aller au sein. Donc, tous ces réflexes vont être en éveil et ça va vraiment l'aider. Puis, comme je disais tantôt, c'est aussi que l'énergie du nouveau-né, parfois, elle est monopolisée par le fait de devoir stabiliser ne serait-ce que sa température ou sa glycémie. Sa respiration, ses battements de cœur sont irréguliers, sont instables. Bien, instable, ça reste normal, mais c'est quand même quelque chose qui lui demande de l'énergie. Alors, vous voyez, s'il utilise son énergie dans ce sens pour gérer tout ça, au lieu d'utiliser son énergie pour prendre du poids, être bien aligné sur ses réflexes, puis, comment dire, multiplier les apprentissages, développer ses apprentissages, par exemple, pour téter mieux, puis téter plus fort, ben, vous voyez le débalancement du bébé qui a du pot à peau, puis celui qui en a pas ou trop peu. Donc, même pour un bébé qui est à terme, qui est en santé, qui est né à temps, ça vaut vraiment la peine de mettre ça à l'horaire et de le mettre à l'horaire vraiment comme un soin. C'est-à-dire pas juste, ah, ben à chaque fois qu'il y a une tétée, je vais juste ouvrir un peu plus euh, ma brassière, puis le bébé aura un peu plus de peau. C'est vraiment de prendre le temps de le faire, un peu comme vous prendriez le temps de faire un bain ou de faire un massage. Bien là, vous prenez le temps du pot à pot, vraiment. Alors, Stéphanie, pour répondre à ta question, quand on a des problèmes d'allaitement, des difficultés d'allaitement, des douleurs ou un problème de production de lait, moi, je dirais qu'il faut y aller avec au moins 3 séances de pot à pot par jour, 2 à 3. Ça peut être 2 avec maman, 1 avec le partenaire. Quand tout va bien, puis qu'on n'a pas de problème d'allaitement comme tel, si on peut le faire 2 fois par jour, vraiment, là, c'est super. Et encore une fois, là, si on peut le partager 1 fois maman, 1 fois... mais si vous voulez déshabiller le bébé à chaque tétée, puis vous déshabillez aussi le torse et le bébé, c'est sûr et certain. Donc, si vous avez des enjeux d'allaitement, etc., oui, moi, je recommande vraiment de le faire. Puis, peut-être même de faire des lunes de miel. La lune de miel, c'est le summum du pot à pot, c'est-à-dire que ça, quand une maman va avoir des difficultés d'allaitement, parfois, on fait le tour, on cherche qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui gêne, et puis on va dire à la maman, bon, ben retourne dans ton lit, là, avec bébé, en pot à pot, et puis on dort, on baisse les lumières, on se repose. On pleure, on chante, on regarde la télé, peu importe. Bébé, lui, il tète, il dort à la demande quand il veut. Et généralement, après une nuit comme ça, un 12 heures en ligne ou un 24 heures en ligne, le lait revient, le bébé arrive mieux à téter, la prise est meilleure ou peu importe la situation pour laquelle on a fait la lune de miel. Donc, la lune de miel, c'est une espèce de retour à l'état primaire, là, tu sais, je viens d'accoucher et je suis collée avec mon bébé dans le fond d'un lit, donc c'est à peu près ça qu'on va. Alors ça, on fait une prescription vraiment quand, justement, il y a des problèmes d'allaitement. Moi, comme marraine d'allaitement, en plus qui écoute les problèmes d'allaitement, je dis souvent aux mères, bon, ben, on commence par là, lune de miel, et vraiment, à chaque fois que vous êtes, Christine dit qu'elle est en pleine lune de miel. Bon, très bien, vous regardez le, la présentation sur votre téléphone dans le fond du lit. Mais c'est vraiment un outil incroyable. C'est-à-dire que ça va vraiment donner un élan, un coup à la production. Donc ça, c'est hormonal, hein? C'est une question de circulation hormonale. Et puis, ça va nous ramener finalement aussi, je dirais, à nos instincts. Quand le bébé est en lune de miel, parfois, il va beaucoup dormir au début.
Ensuite, il va se mettre à téter tout le temps, puis s'endormir, puis téter, s'endormir, mais on va avoir l'impression qu'on ne sait plus quand est-ce qu'il y a eu des tétés, tellement il tète souvent, mais pas vraiment longtemps. Ça va avoir pour effet de stimuler énormément les seins et envoyer des messages très forts au cerveau de la mère. Et puis, comme je disais, tous ses sens, tous ses réflexes vont être optimisés. Donc, il va retrouver finalement le chemin optimal pour aller téter puis pour s'aligner finalement avec ses capacités. Donc, euh, après, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de faire la part des choses. Là, on parle de lune de miel parce que des fois, on le fait parce qu'on a des problèmes ou qu'on veut euh, aller plus loin. Mais dans la vie de tous les jours, même quand ça va bien, pourquoi ne pas offrir au bébé un espace tous les jours où il peut avoir du pot à pot et justement se développer à son meilleur et comme je disais aussi, apprendre toutes sortes de choses par le contact peau à peau. OK, alors qu'est-ce que j'ai pas dit? Le lien avec les réflexes, ça augmente les connexions neuronales, les capacités motrices, coordination, gestes, etc. Donc, j'ai pas parlé des connexions neuronales, mais en fait, c'est ça aussi l'enjeu, c'est que avec le contact peau à peau, et en fait avec toute forme de contact, le nouveau-né va développer énormément de connexions neuronales. Ça ne veut pas dire qu'il est plus ou moins intelligent, ça veut juste dire que l'activité des neurones va être multipliée quand le bébé est sécurisé et qu'il est stabilisé dans ses systèmes. Donc, il n'a pas besoin de gérer sa température, il n'a pas besoin de gérer sa respiration. OK, il va utiliser cette énergie dans son cerveau pour multiplier les connexions, puis finalement maturer. Hein, c'est de ça qu'on parle. Maturer ces systèmes, puis arriver finalement à être de plus en plus habile dans ces systèmes. OK, alors c'est ça, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, je vais juste vous donner les petites astuces sécuritaires aussi pour le pot à pot. Donc, comme je disais tantôt, c'est vraiment bébé en position ventrale. Donc, vous avez votre bébé vraiment sur vous, au-dessus des seins, la tête au-dessus des seins. Le bébé en grenouille, donc on veut les petites jambes ici pliées. Donc là, je parle plus d'un bébé nouveau-né, mais s'il est plus grand, il va quand même, grosso modo, avoir le même genre de posture. Donc, vous voyez, là, moi, ma poupée est un peu raide, mais les petites pattes vont être comme ça. C'est ça qu'on veut que le bébé même soit capable de pousser sur ses pieds s'il en a besoin. Donc, quand votre bébé est ici, il va falloir aussi que sa tête soit sur le côté. Donc, je m'excuse, je force un peu ma poupée parce qu'elle n'est pas assez souple. Mais le bébé doit vraiment être de côté. On ne veut pas d'un bébé qui aurait le nez ici. L'idéal, vraiment, c'est la position à 45 degrés. Donc, on n'est pas entièrement debout, on n'est pas entièrement couché vers l'arrière. Donc, on va être vraiment en 45. Donc, c'est le moment d'avoir plein de coussins. Tous les coussins d'allaitement que vous avez achetés et qui ne servent à rien, vous les mettez en arrière dans votre lit, plein d'oreillers, et puis vous vous installez confortablement. Ayez aussi, pourquoi pas, des oreillers sur les côtés des coussins pour vous surélever les bras puis être comme ça. Donc, il existe des chandails de peau à peau, hein, des tubes. Ce sont des espèces de t-shirts aussi qu'on peut mettre pour juste stabiliser le bébé. Comme ça, vous avez vos mains si vous voulez boire un verre d'eau, lire, faire n'importe quoi. Vous avez quand même vos mains, surtout si vous le faites tous les jours puis que ça dure 1 heure. Hein, pour répondre, Stéphanie, c'est ça quand on dit de faire un soin. On dit de faire un soin peau à peau vraiment pour la durée de la tétée, du cycle de sommeil du bébé, etc. Donc, moi, je dis toujours au moins 1 heure, 1 heure, 1 heure et demie. Pour moi, c'est ça un soin peau à peau, c'est vraiment 1 heure, le bébé sur vous. Il tète, il s'endort, il reste, vous changez la couche, puis finalement, c'est reparti. Quand il est tout petit, c'est sûr qu'il va probablement recommencer à téter puis recommencer son cycle. Mais vous avez quand même le droit aussi de vous lever et d'aller faire un petit... Alors, l'autre chose importante pour la sécurité du bébé, c'est aussi de faire en sorte que vous puissiez passer 2 doigts ici sous son menton. Donc, on veut toujours que le bébé, finalement, soit un peu... euh, que son menton soit pas comme ça, puis qu'il ne soit pas euh, pris. On veut vraiment dégager les voies respiratoires. Donc, ce qu'on veut, quand le bébé est sur votre poitrine, c'est vraiment juste de surélever un petit peu son menton et de faire en sorte que vous puissiez glisser un doigt sous le menton. Donc, c'est ça qui va conditionner la condition sécuritaire, en fait, pour du pot à pot. C'est sûr qu'on ne vous suggère pas de vous endormir avec le bébé en pot à pot, mais sachez quand même que dans le monde, énormément
dorment avec leur bébé et que ça se fait quand même de manière sécuritaire. Si un bébé est allaité exclusivement, il y a une synchronie avec sa mère et on est, comment dire, en hypervigilance par rapport à n'importe quel petit mouvement, geste et tout. Le bébé va quand même, la mère va généralement se réveiller et réagir. Donc, les tubes, euh, ça peut être utile. Et puis, il y a les chandails aussi qui sont une espèce de V, là. C'est stretch, ça passe comme ça derrière le bébé. Puis ensuite, il y a une bande qui vient se mettre ici à l'arrière du dos. Alors, ce genre de t-shirt, aussi, ce qui est bien, c'est que quand le bébé est tout petit, c'est qu'on peut quand même se lever parce qu'il y a une bande qui attache finalement le bébé est un peu comme ça, puis ça va serrer le bas. Donc, ça va vous permettre à vous de, si vous vous levez, de quand même de faire des choses. Et je sais que beaucoup de papas aiment ça parce qu'ils peuvent aussi, comme maman se repose, puis ils peuvent quand même bricoler, faire des sandwichs ou aller juste prendre une petite marche dans le salon. Donc, c'est pas évident. Alors, Christine dit, je me suis acheté un... Donc, quoi? Un tube, je n'arrive pas à m'asseoir avec ça. Alors, ben, c'est sûr que peut-être que bébé est trop bas. Hein? Christine, essayez quand même vraiment de mettre votre bébé un peu plus haut, je dirais. Ben, c'est sûr que si on parle du tube, là, c'est pas quelque chose avec lequel on peut se lever et bouger. Hein? Là, je parlais vraiment du t-shirt peau à peau qui est plus comme un outil de portage, en fait. Euh, Plus un t-shirt ou un chandail peau à peau. Mais de toute façon, quand le bébé est vraiment tout petit, je ne vous suggère pas de faire trop de choses. Hein. Vous faites un soin peau à peau, installez-vous confortablement là où vous êtes. Si vous êtes à 45 degrés, vraiment plus en arrière dans votre lit ou dans un canapé, mettez-vous vraiment à l'aise, puis installez le bébé. Christine, essayez, au lieu que le bébé soit au niveau de vos seins, de le mettre par-dessus. Donc plus ici, puis ça peut être même un petit peu au niveau de votre cou. Ici, là, le ventre du bébé va être comme par-dessus vos seins. À ce moment-là, vous devriez être plus confortable. N'oubliez pas de couvrir le bébé. Puis voilà, vous relaxez, vous ne faites rien d'autre. Là, essayez de prendre ce temps-là, puis de ne pas vouloir faire trop de chandail peau à peau. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs compagnies québécoises qui font d'excellentes choses. Hein. Surtout, faites attention que ce soit des matières euh, ben, respectueuses de votre et puis surtout que ce soit fait de manière sécuritaire, c'est important. Moi, j'avais un t-shirt là pour faire ça, mais c'est sûr que je pouvais pas me lever et aller me promener avec. Donc, c'est certain que ça peut être... ah oui, l'autre chose que j'ai pas dit pour comment dire, les critères de sécurité, c'est aussi qu'on veut que le bébé ait une belle couleur. On veut qu'on voit qu'il respire et il a une belle couleur normale. Un bébé qui vire au gris ou au violet, là, c'est probable qu'il a du mal à respirer. Il n'est pas super confortable. Donc, là-dessus et de faire en sorte que, comme je disais, de dégager ses voies respiratoires. Mais de toute façon, ça, c'est vrai pour même quand on le couche ou quand il est dans un siège auto, par exemple. C'est très, très important de veiller à ce que le bébé ne soit pas enfoncé entièrement comme ça dans son cou. Il faut vraiment dégager ses voies respiratoires. Donc, il y a, par exemple, dans le siège auto, il y a une position, hein, soit il est effoiré comme ça sur lui-même, soit il est stabilisé par le dos et là, ça va juste dégager un petit peu au niveau de son cou. Donc, c'est important d'y veiller et de faire en sorte que le bébé soit en sécurité. Fait que moi, je pense que c'est le 45 degrés. Euh, c'est vrai que pour certaines femmes, selon notre anatomie, si on est plus ou moins euh, en surpoids ou quelque chose, ça peut être plus ou moins confortable. Mais je pense que quand on a compris le 45 degrés, euh, après, il s'agit vraiment de se mettre à l'aise. Mais je vous dirais que moi, dans les moments où j'ai eu une césarienne puis j'étais pas super confortable, ça étirait trop au niveau de mon ventre, mais je me mettais couchée, je m'allongeais dans le lit vraiment à plat. Mon bébé souvent tétait aussi dans cette position couchée sur le côté et je la collais sur moi, puis j'en profitais juste j'enlevais le haut de mon vêtement, puis j'enlevais les habits de mon bébé. On se couvrait toutes les deux, puis je faisais beaucoup de mes tétés comme ça, puis des fois je restais un peu, je me reposais aussi en même temps qu'elle tétait. Donc vous voyez que le pot à pot, ça peut être simple, là. Il n'y a pas besoin
Puis, justement, moi, j'en avais beaucoup de surpoids à ce moment-là. Puis, en plus, j'étais en douleur parce que j'avais eu la césarienne et tout. Donc, vous voyez, ça peut être des outils comme ça d'être créatif puis de trouver la manière où vous êtes bien, puis en même temps où il y a un maximum de peau qui se touche. C'est tout ce qu'on veut, là. Moi, mes belles-sœurs africaines, mon mari vient du Togo, puis mes belles-sœurs me disent toujours, mais on n'a pas besoin de se compliquer, là. Tu colles le bébé sur toi, tu dors avec lui, puis tu lui donnes à téter quand il veut, puis tout ira bien. Donc, en gros, pour elles, le cours prénatal sur l'allaitement, c'est ça. Donc, je m'en suis toujours rappelé en riant que, en effet, c'est peut-être pas si compliqué. Chacune le fait aussi avec euh, sa physionomie, puis ses possibilités. Il n'y a pas de problème. Mais faites-vous aider aussi, hein. Faut pas se mettre la pression juste les mamans. C'est sûr que quand, par exemple, on est dans un projet de relactation, d'augmenter la production, tout ça, il faut faire du pot à pot avec maman pour stimuler les hormones, etc. Puis généralement, la mère va prendre des plantes pour s'aider, elle va tirer du lait entre les tétés, etc. Bon, après, l'idée, c'est de se faire un plan pour augmenter la production, pourquoi pas fait partie du plan, mais c'est pas la seule chose. Donc, de temps en temps, quand vous avez besoin de vous étirer, de prendre une douche, de faire autre chose, ben, le pot à pot, ça va être quelqu'un d'autre qui va le faire. Ça va être bien. Alors, Micheline Mariam, oui, en pot à pot, c'est la seule façon que bébé va faire dodo. Mais oui, absolument. Pourquoi? Ben, je pense qu'avec tout ce que j'ai dit tantôt, vous comprenez pourquoi. C'est un enjeu parce que c'est le moment où tous ces systèmes vont être stables et donc là, il va dormir paisiblement. Euh, faut le comprendre, hein, le nouveau-né, d'où il vient. Quand il était dans votre ventre, tout était en continu, là, température parfaite, tout était parfait, là, la glycémie, il était nourri en continu, il était bercé. Puis là, tout à coup, on l'emmaillote, on le met dans un cubicule, un petit lit. Est-ce que vous pensez vraiment que pour lui, c'est le paradis? Ben non, c'est difficile pour lui. Donc, parfois, en peau à peau, c'est la seule façon que bébé va faire dodo. Oui. Puis, en fait, des fois, c'est un outil vraiment hors pair pour calmer le bébé, hein, pour tempérer les pleurs. Là, les bébés qui pleurent beaucoup, qui vont avoir particulière, des bébés qui ont du reflux, par exemple, ou des bébés qui ont des freins restrictifs, des choses comme ça. C'est des bébés qui ont beaucoup de tension à l'intérieur de leur corps. Et parfois, le vraiment très, très, très. Alors évidemment, les autres générations, les mamans, les grands-mères vont dire, ah ben il est trop gâté, vous êtes en train de l'habituer au bras, c'est à cause de ça qu'il ne veut pas dormir ailleurs. Non, c'est un bébé immature qui a réellement besoin d'être stabilisé. C'est un bébé immature que peut-être qu'il y a des tensions dans son corps et peut-être même la douleur. Quand je pense à des bébés qui ont du reflux, euh, parfois, l'acidité qui remonte, là, c'est vraiment intense chez certains bébés. Bon, la plupart des bébés ont du reflux, mais pas trop intense, mais ceux qui en ont de manière pathologique, c'est douloureux. Ça brûle, là. C'est pas un caprice, là, de... Dès qu'on les met à plat, dès qu'on les couche tout seuls, non seulement ils utilisent leur énergie pour stabiliser leur système qui sont instables, mais en plus, ils ont énormément de tension et de la douleur dans l'estomac. Donc, ces bébés-là, c'est pas un caprice. Quand vous les prenez en peau à peau, déjà, vous les mettez dans une position où le reflux est beaucoup moins, remonte moins parce qu'il est en verticalisé. Du moins, il est un peu moins à plat. Hein? Qu'est-ce que vous pensez d'être comme ça, avec l'estomac acide qui remonte comme ça jusqu'en haut, versus un bébé qui est en position ventrale à 45 degrés. Donc, vous voyez ici, déjà la posture fait en sorte que son estomac, ça ne peut pas remonter de la même manière. Donc, déjà, pourquoi un bébé qui a du reflux, puis des fois, il y a plein de bébés, là, les parents ne savent pas qu'il a du reflux. C'est juste qu'il pleure souvent tous les soirs. Il va être mal à l'aise quand il n'a pas fait de roue ou il va être mal à l'aise quand on le couche sur le dos, etc. Donc, ces bébés-là, vous voyez, on le redresse, on le met là, il est tout stabilisé, il est tout bien, puis là, en fait, il dort paisiblement. Donc, mais c'est juste un exemple, hein. Je dis pas que tous les bébés ont du reflux quand ils veulent pas dormir tout seuls, pas du tout. En fait, au début de la vie, c'est très rare les bébés qui veulent dormir tout seuls dans leur petit lit. Ça, il faut quand même le savoir. Euh, Laurie me demande quand est-ce que on recommande le pot à pot jusqu'à quand? Alors, il n'y a pas de limite. Il n'y a jamais trop de pot à pot, hein. Tout à l'heure, je disais 2, 3 fois par jour. C'est l'idéal, mais
Vous pouvez le faire 15 fois par jour et vous pouvez le faire jusqu'à tard. Je pense que une des dernières fois que j'ai fait vraiment un soin peau à peau à ma dernière fille, elle avait 5 ou 6 ans, puis elle avait de la fièvre. Euh, Elle avait une otite, et puis, bon, on était au début de la nuit. Je me disais, bon, est-ce que je vais à l'urgence, sachant qu'il faut attendre 12 heures, etc. Est-ce que je vais pas plutôt aller demain matin, etc. Mais je savais plus quoi faire pour la rendre confortable, faire baisser la fièvre, puis j'ai pensé à ça. Alors, je l'ai déshabillée, je me suis déshabillée, on a gardé nos petites culottes, et puis j'ai collé ma fille sur moi. Pareil, je me suis mis plein d'oreillers dans le dos. Et elle s'est endormie et j'ai pris sa température peut-être après 1 heure qu'elle était collée sur moi et elle avait plus de fièvre. Donc moi-même, j'étais surprise. J'étais comme waouh. Donc vous voyez que ça peut être un outil assez incroyable. Puis moi, je me plais à dire que c'est la chose qu'on cherche toute notre vie, hein. Même quand on cherche l'amour, quand on cherche le contact. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les notions de sexualité, même si c'est super intéressant d'y réfléchir. Mais sur une base affective et psychologique, dans la construction de la personnalité, on cherche le contact. On cherche à retrouver l'équilibre et la stabilité qu'on avait probablement quand on était enfant dans les bras de nos parents, puis en peau à peau. Donc, vous voyez que c'est quand même très fort, très puissant, et probablement que ça fait partie de la construction des êtres humains. Donc, à dire qu'il n'y a pas vraiment de limite, mais je vous dirais que, à mon sens, c'est tout à fait nécessaire de faire du pot à pot dans les premières semaines. Donc, moi, je parle beaucoup du quatrième trimestre de grossesse. Ça veut dire les 3 premiers mois. Euh, mais encore là, vous voyez, il y a une maman qui m'a écrit en vue de cette présentation, puis elle me disait qu'elle a un bébé de 6 mois et qu'elle essaye de retourner en lactation. Elle a eu besoin d'avoir des soins, etc. Le bébé, il y a eu un sevrage un peu brutal de l'allaitement. Et maintenant qu'elle va bien, qu'elle a retrouvé la santé, elle aimerait recommencer à allaiter. Et le bébé a déjà 7 mois. Mais si le bébé veut téter, il n'y a pas de problème, ça va revenir. Mais effectivement, le pot à pot fait partie de la partie. Donc là, c'est pas un bébé immature de 3 mois ou moins qui a besoin du pot à pot, mais c'est un bébé qui va profiter du pot à pot pour, euh, avec les hormones puis les échanges qu'il va faire avec sa mère, ça va finalement améliorer, optimiser le potentiel de retourner au sein. À la fois pour ses réflexes, pour l'odeur, pour les besoins psycho-affectifs qui sont reliés au contact peau à peau, ça va encourager la tétée et les possibilités de retourner au sein. Puis ça va permettre à cette mère de, si elle rentre en relactation, donc d'avoir plus de possibilités. Et qui nous tague une amie, Safia. En Scandinavie, papa fait aussi stabiliser la température du bébé, oui, absolument, et permet un contact avec le papa. C'est génial, je travaille beaucoup sur ce projet, entre autres en Algérie. Euh, Sage-femme, Atia. Oui, eh bien, c'est merveilleux. Safia, c'est magnifique. J'en ai pas tellement parlé, mais les liens d'attachement, en fait, on sait maintenant que le pot à pot aussi permet d'avoir une... En fait, moi, je pense que c'est les bases de la communication, hein, c'est ce que j'ai abordé très rapidement là au début. Euh, c'est vraiment une base dans les premières expériences du bébé. Donc, au niveau du parent, ça crée, dans l'échange qui se passe avec le pot à pot, il va y avoir vraiment finalement une communication et un éveil, en fait une sensibilité, je cherche mes mots, qui se développe, qui se raffine. Donc, un parent qui est habitué à faire du pot à pot, il va être beaucoup plus alerte aux signaux de son bébé, aux signaux de fatigue, aux signaux de faim, aux signaux d'inconfort. Et parfois, c'est vraiment marqué. On voit des parents qui vont dire, ah, je sais que mon bébé va pas bien, il se sent pas bien ou il est pas confortable. Pourtant, vu de l'extérieur, pardon, je vais boire un peu d'eau. Oh, j'avais comme un chat dans la gorge. Donc, parfois, de l'extérieur, c'est comme le bébé montre pas grand-chose de spécial, mais le parent le sait. Puis ça, à mon sens, ça fait vraiment partie de cette communication qui s'établit en plus de la synchronie dont je parlais avec l'allaitement. Il y a vraiment une hypervigilance puis une sensibilité qui se développe.
Alors, c'est sûr que ça fait partie des liens d'attachement, on le sait. Il y a des études qui ont été faites, entre autres, par une Québécoise dans les années 90 qui s'appelle Louise Vidal. Non, je ne sais plus son nom de famille. Je m'excuse. Il va falloir que je retrouve son nom. Mais de toute façon, je vais vous envoyer des documents après de l'Institut national de portage de l'enfant, où il y a beaucoup d'informations sur le pot à pot et des ressources, l'INPE. Je vais vous envoyer des documents par courriel pour celles qui m'ont donné leur courriel. Pour celles qui ne me l'ont pas donné, écrivez-le moi en Messenger, il n'y a pas de problème, je vais vous envoyer ça. Eh bien, c'est ça ce que je disais, c'est que cette chercheuse-là, elle a fait des études justement en Scandinavie, je pense que c'était en Suède, dans les années 90, et ils observaient donc des parents en peau à peau, mais ben, pas en cachette, mais il y avait des caméras, puis il n'y avait pas d'intervenants sur place. C'est-à-dire qu'on filmait, on filmait pendant, je ne sais pas, toute une année des parents, donc qu'on encourageait à faire du pot à pot, d'autres pas. Et puis, on voyait vraiment la différence dans la réponse. D'abord, dans les bébés pleuraient beaucoup moins, ceux qui avaient du pot à pot régulièrement sur une base quotidienne. Et puis, la réponse des parents, l'empathie des parents, vraiment les démonstrations d'affection aussi, l'écoute, toutes ces choses-là étaient entièrement différentes, là. Souvent, chez certaines mères, il y avait un énervement, un agacement, beaucoup d'impatience. Ça, c'était plus chez des parents, mais c'était vraiment documenté chez des parents qui n'avaient pas fait de peau à peau avec leur enfant. Ben, il y avait beaucoup plus de réactions d'impatience, puis des limites différentes. Donc, sans dire qu'il y avait de la maltraitance, là, c'était pas ça l'étude, mais c'était vraiment super intéressant de voir que les parents qui avaient fait du pot à pot étaient vraiment beaucoup plus à l'aise. De toute façon, ces bébés-là pleuraient moins, étaient beaucoup plus souriants, avaient moins d'otites, de mal de ventre et de problèmes aussi. Donc, vous voyez qu'à plusieurs niveaux, on peut se questionner. Euh, ben, j'essaierai de retrouver les liens vers cette étude-là qui avait été faite dans les années 90. Euh, c'est super intéressant. Alors, il faut savoir que pour les autres personnes qui font du pot à pot, ben, ça favorise l'attachement. Et c'est clair que un partenaire, un papa qui sait pas trop comment s'impliquer, ben, ça peut être un excellent outil quand vous faites l'allaitement, puis que parfois les papas se sentent un peu à part, ils savent pas trop comment aider, ils ont l'impression, tout le monde leur dit, il faudrait donner un complément de biberon la nuit pour laisser la mère se reposer. À ce moment-là, pas forcément. Le pot à pot, ça peut être une excellente façon de venir soutenir le projet d'allaitement en permettant d'aider le bébé, de soutenir l'allaitement ben, par le biais, hein, pas directement en allaitant, mais en permettant au bébé de maturer, en donnant aussi un temps à la mère pour qu'elle fasse une pause. Et en fait, ce qui est bien, c'est que par là même, comme dit Safia, dans l'unité de son travail de sage-femme, ce qu'elle fait, outiller les pères un attachement avec leur bébé, peut-être même à leur insu. C'est-à-dire qu'on leur dit, ah, c'est bon pour le bébé de faire du pot à pot, donc faites-le. Et puis les bébés, les papas, ce qu'ils savent pas, c'est que pendant ce temps-là, ben, ils sont en train de s'attacher à l'enfant, puis de développer une sensibilité par rapport à ses éveils, à ses besoins, à ses capacités, etc. Donc, c'est sûr que c'est un outil formidable. Puis moi, je m'en sers tout le temps. C'est-à-dire que quand je suis vis-à-vis des parents, du coparent, hein, de ce parent qui n'allait pas et qui des fois ne sait pas trop où se placer, qui a l'impression d'être un peu gauche, d'être un peu à part, de servir un peu de domestique, servir des repas, faire le ménage en attendant que maman allaite toute la journée, ils se sentent pas toujours très participatifs. Alors, avec le soin pour un outil essentiel au bébé, vraiment qui montre, qui prouve, c'est prouvé là, que ça va faire la différence dans le bien-être de l'enfant. Et puis, donc ça, c'est à la portée aussi du partenaire. Donc, la seule chose, faites attention quand les partenaires et les papas font le pot à pot, de vérifier que le bébé ne soit pas en surchauffe. Parce que souvent, le partenaire va donner de la chaleur. Si le bébé, en plus, est couvert, à ce moment-là, ça peut réellement surchauffer le bébé. Donc, s'il y a le bonnet, puis la couverture, puis que le papa dégage beaucoup de chaleur, ça ne va pas se réguler, ça va vraiment plus surchauffer le bébé. Donc, on touche derrière l'oreille et on essaye de voir est-ce que le bébé transpire
est-ce qu'il est brûlant ou pas, vérifier la température du bébé. Donc, ça, c'est la seule chose que, quand c'est le parent qui n'allait pas, parfois la température monte beaucoup, mais le reste des bienfaits du pot à pot est vraiment présente avec le partenaire. Puis comme je dis, ça peut être la grand-mère, la bienfaitrice, là, la doula, la sœur, la cousine, la meilleure amie. Bon, il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités pour ce pot à pot, puis pour avoir de l'aide. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Est-ce que j'avais d'autres questions? Ben, je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que, bien sûr, si vous avez d'autres questions, je pense que tout à l'heure, j'avais des choses dans le chat. Euh, Combien de fois par jour les recommandations? De près de 2 ans, hein, Tia parle de 2 ans pour l'allaitement. Ben ça, c'est les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Oui, ça correspond aussi au degré de développement du cerveau humain. Donc, le cerveau a besoin du lait maternel pour se développer pour les 2 premières années de la vie. Donc, si on peut du lait maternel au bébé, c'est parfait. Faire du pot à pot là-dedans le plus possible, ça va, c'est sûr que ça va. Donc, quoi d'autre? Je pense que il n'y avait pas vraiment d'autres choses que j'avais pas répondu. Le bébé va faire dodo. OK. Excellent. Merci aussi, Stéphanie, d'être venue. C'est vraiment cool. Si vous ne l'avez pas fait, donnez-moi votre courriel. Je vais vous envoyer les documents de l'Institut national. Ah oui, il y a une chose à laquelle j'ai pensé que je ne vous ai pas dit. C'est que le bébé, en fait, quand vous faites le pot à pot, le bébé a des capteurs sur son ventre. C'est vraiment sur son abdomen et son ventre que les capteurs sont en éveil. Et sur le corps de la mère, les capteurs vont vraiment être ici, en dessous des seins, là. Euh, Pas sur les seins, mais plus au niveau de la taille sur l'abdomen. Alors, c'est finalement la connexion. Quand on dit que le bébé doit être juste le visage par-dessus les seins, c'est la connexion de ces capteurs-là, les uns avec les autres, qui vont permettre les échanges. Bon, ça a l'air un peu ésotérique, les échanges là, en peau à peau, mais non, pas du tout. C'est vraiment euh, quelque chose qui se régule finalement, par lequel il y a des échanges. Oui, il y a déjà. Ok, super. Je vais noter votre courriel et puis vous allez recevoir un courriel de ma part avec des documents complémentaires. J'en profite aussi pour vous inscrire à mon infolettre de Nathalie Allaitement. Comme ça, vous aurez des nouvelles de ce que je fais, des cours que je propose, des ateliers qui sont disponibles. Tous les mois, il y a un live. Tous les mois, il y a un atelier, soit pour les parents, soit pour les professionnels que j'anime. Bon, en ce moment, c'est en Zoom. Donc, meilleure chance pour celles qui sont, comme certaines, là, que je voyais qui sont en Algérie ou ailleurs dans le monde qu'au Québec. Ben, c'est super. On peut travailler ensemble. Ça, c'est vraiment formidable. Je suis très, très contente. Puis, ah oui, je vois un petit coucou de mon amie Stéphanie. Donc, moi, je connais une conseillère en peau à peau, hein, qui est au portage et aussi donc qui est devenue conseillère en peau à peau et monitrice de portage et elle fait des consultations sur le pot à pot. Donc, si jamais vous avez une condition particulière, un bébé prématuré, des jumeaux, une condition médicale spéciale et que vous vous interrogez sur la meilleure manière de faire du pot à pot, ou bien vous-même, vous avez une condition particulière comme parent et puis vous ne savez pas trop comment vous y prendre, ben c'est faisable de consulter une conseillère en pot à pot et d'avoir des conseils personnalisés adaptés à votre situation. Donc, si vous êtes dans ce besoin-là, juste me le dire, je vais vous mettre en contact avec cette conseillère chère à mon cœur qui est incroyable. Et puis cherchez, allez plus loin, je vous enverrai des liens, des choses à lire. Donc, merci infiniment. Surtout, n'oubliez pas, celles qui sont enceintes, j'ai des cours en ligne, un programme de formation sur l'allaitement, un cours vidéo sur les besoins du nouveau-né. J'y parle de peau à peau, mais bien plus que ça. Et je pense que c'est important que les parents comprennent mieux, en fait, de quoi a besoin le nouveau-né pour que l'allaitement aille mieux, mais aussi pour que tout le monde aille mieux, hein, pour que les aient ce qu'il faut, puis que les parents soient heureux. Donc, ah ben merci, tout le monde me dit bye bye, merci. Super, Christine, Anne, il y a 2 Anne, je crois. Je suis intéressée. Nadia.
vos courriels, puis je vais vous envoyer tout ça. Et puis, merci Safia. Donc, à la prochaine. Et on reste ensemble avec les choses de Nathalie Allaitement. À la prochaine.